allez bien et que vous êtes en forme cette semaine. J'espère parce que j'ai besoin de vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques semaines, voire mois maintenant, je vous avais laissé choisir un de mes romans pour ma prochaine pile à lire. J'ai déjà fait une présélection de mon côté et il y a certains titres que j'ai mis. Vous les saurez bientôt, pas de panique, mais du coup, il y en a quelques-uns où j'hésite. Et c'est là que vous entrez en jeu. J'ai sélectionné 3 titres et vous allez pouvoir choisir en commentaire celui qui vous hype le plus parmi les 3. Celui qui aura le plus de votes sera dans ma pile à lire du mois d'avril. Et oui, du coup, ça implique que les 2 autres n'y seront pas. J'ai fait le choix en conscience, j'ai pas pris 3 coups de cœur qui me hype de ouf. Ces 3 livres, déjà les 3 sont violets, donc ça m'a fait rire. Et ces 3 livres qui m'intriguent, qui me donnent envie, mais je suis pas en mode « Ah !» Tu vois, je suis en mode j'ai bien envie, mais lequel? Donc du coup, c'est vous qui faites le boulot. Je vais faire comme la dernière fois, je vais vous présenter l'ouvrage, l'auteur, lire le résumé, et vous lire les toutes premières pages pour vous donner un aperçu du style. Et à dire vrai, ça me donnera un aperçu du style à moi aussi, puisque pour le moment, je les ai pas ouverts. Alors je ne lirai pas le premier chapitre complet, puisque pour le coup ce sont des sorties très récentes, et en termes de droit d'auteur, ça se fait pas, voilà, parce que c'est pas un contenu qui m'appartient. Je vous lirai simplement les 2-3 premières pages, en gros ce qui est disponible sur les sites, vous savez, de librairie en ligne, pour donner un aperçu justement du début, mais pas davantage. Ça sera suffisant pour savoir si le style vous parle, et si vous voulez que je lise la suite du coup. Allons-y, on commence. En premier, j'ai sélectionné The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni, qui m'a été offert par Okami J. Wells, n'est-ce pas? Et je l'ai reçu le 27 janvier. Donc ça fait pas si longtemps non plus, Il me tente beaucoup, voilà, mais j'hésite. Je vous lis le résumé, il est court, ça va, on va pas y passer 4 heures. Alors déjà, il y a ça qui est écrit en haut, et ça me fait beaucoup rire parce que la première phrase en dessous, c'est « Le message était clair ». Moi, je trouve pas. Le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé, Kiva se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Alors, j'avoue que le résumé là comme ça me hype pas trop, personnellement, mais j'ai eu énormément de bonnes critiques sur ce bouquin. Je vous lis du coup les toutes premières pages pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Oh, c'est trop mignon, il y a un petit schlouk pour Sarah Jimas. Merci pour ton amitié, ton soutien et tes encouragements si généreux, mais surtout merci d'avoir cru en moi, même et surtout quand je n'y croyais pas moi-même. Mon. Alors, il y a une carte, voilà. C'est cool d'avoir des cartes. Et il y a une autre carte, donc il y a marqué bloc de cellules, j'ai lu bloc de couilles, voilà. Non mais ça commence bien cette histoire. Parfait, il y a un prologue, comme ça je vous lis le prologue, c'est littéralement une page recto verso. La mort arriva à la nuit tombée. La fillette cueillait des murmures sur la berge avec son petit frère, tandis que leur père était accroupi au bord de l'eau glacée pour se réapprovisionner en algues d'aloès. Leur gel apaisant serait bien utile, vu le nombre d'épines qui s'étaient déjà enfoncées dans sa peau. Mais la petite fille sentait à peine la douleur, trop occupée à penser au dîner qui les attendait. Sa mère faisait la meilleure confiture de murmures de tout Wenderal, et les baies argentées étaient toujours plus sucrées lorsqu'on les ramassait au premier croissant de lune. Ce serait un vrai délice. Si seulement elle arrivait à empêcher son frère de tout gober, elle pourrait en rapporter suffisamment à sa mère pour récolter les fruits de son dur labeur. Le panier était encore à moitié vide lorsque le premier cri fendit l'air nocturne. La fillette et son frère se figèrent, lui bouche bée et barbouillé de jus argenté, elle le front plissé d'inquiétude. Elle tourna ses yeux vert émeraude vers leur père, qui se tenait au bord de la rivière, une poignée d'algues à la main. Blême, ils ne regardaient pas les plantes, mais leur petite chaumière en haut de la colline. « Papa, qu'est-ce que... »« Chut, Kérine !» répondit l'homme à son fils avant de lâcher les algues et de se précipiter vers les enfants. « C'est sans doute Zuleka et Torel qui jouent, mais on devrait... » Ce qu'ils s'apprêtaient à ajouter au sujet de leurs frères et sœurs aînés fut interrompu par un autre hurlement et un fracas qui résonna jusqu'à eux. « Papa ?» Cette fois, c'était la petite fille qui avait parlé. Elle sursauta lorsque son père lui arracha le panier en voyant valser les baies, puis lui agrippa la main. Elle n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit avant que la voix stridente de sa mère s'élève. « Fuyez, Farhan, fuyez !» Son père lui écrasa douloureusement les doigts, mais il était déjà trop tard pour qu'il obéisse à sa femme. Des soldats déferlaient de la chaumière, brandissant leurs épées, leurs armures argentées brillantes au clair de lune. Ils étaient au moins une douzaine. Si nombreux. Trop nombreux. La petite fille brava les ronces pour attraper la main tremblante de son frère, sa paume poisseuse de jus de murmure. Il n'avait nulle part où s'enfuir, acculé par la rivière glacée, trop profonde et agitée pour qu'il la traverse.
Ne vous inquiétez pas, dit leur père d'une voix vacillante alors que les soldats approchaient. Tout va bien se passer. Puis ils se retrouvèrent encerclés. Ok, d'accord. Alors, et après il y a marqué 10 ans plus tard, et là l'histoire commence vraiment. Ok, ma hype vient de grandir personnellement, voilà. Je trouve le style très agréable, et honnêtement, commencer par un truc comme ça, t'as forcément envie de lire la suite. Très bien, donc premier choix, je vous conseille d'attendre que j'ai présenté les 3 titres, mais pour voter pour celui-ci, ça sera du coup hashtag The Prison Healer. Je vous le marque quelque part, voilà. Et dans la description, ça sera résumé, comme ça vous pourrez juste copier-coller, ça évitera les fautes d'orthographe. Très bien. Ah, on commence fort. Ma seconde sélection, c'est un achat de moi-même à moi-même, Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. On est sur de la fantaisie à nouveau. Je vous lis le résumé. Bon, alors, le livre est beau, hein, mais ça... ça glisse. Mais ça, bon, c'est pas ça qui va dire si c'est bien, hein, on est d'accord. Je vous montre quand même pour le plaisir, voilà. Non, mais oui. Oui, non, mais c'est beau, hein, voilà. Le résumé, donc. Emilia et sa sœur jumelle, Vittoria, sont des stregs. Des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. C'est mieux. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, ah oui merde, je me rappelais plus du résumé, ça fait tellement longtemps, profanée au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Ok, alors déjà, ça annonce un synopsis hyper sombre. Je me rappelle du coup pourquoi il me bottait à ce point au moment où la sortie était annoncée. Et un Enemy to Lovers. Hein, voilà, on va partir sur un Enemy to Lovers à mon avis. Voyons voir du coup l'intérieur. Ça me fait rire, j'ai mis du coup acheté le 25 février, 2 mois avec un XD. Donc voici la première page, toute jolie. La petite dédicace de l'auteur. Ce livre est peut-être un roman de fantaisie, mais l'amour familial que l'on trouve dans ces pages est bien réel. Joli. Et vous avez une première page assez... J'aime bien quand ils font des trucs originaux comme ça, avec des serpents tatoués, on va dire, dessus. Si je ne puis fléchir les cieux, je remuerai les enfers. On a encore un espèce de plan pour s'y retrouver au niveau des maisons, au niveau des familles, etc. Et on a un petit prologue. Alors par contre, il est quand même fort long, donc je ne vais pas le lire en entier. Hein. On va lire le début du prologue, ça nous donnera une idée un petit peu du style, mais voilà, il fait 5-6 pages. Ça va être trop par rapport justement aux droits d'auteur, enfin en tout cas moi j'estime, hein. Donc on va se limiter vraiment au début. À l'extérieur, le vent agitait les carillons en bois en signe d'avertissement. Au loin, les vagues s'écrasaient sur le rivage. Les murmures frénétiques de l'eau semblaient s'élever de plus en plus fort, comme si la mer était un sorcier invoquant un déluge de violence. À cette date, cela va faire 10 ans, la tempête suivait le même schéma. Bientôt ce serait le tour du tonnerre qui arriverait plus vite que la marée, accompagné d'éclairs qui strieraient le ciel implacable, le zébrant de décharge. Le diable exigeait une rétribution, un sacrifice de sang en échange du pouvoir qui lui avait été dérobé. Ce n'était pas la première fois qu'il avait été maudit par des sorcières, et ce ne serait pas la dernière non plus. De son rocking chair près du feu, Nonna Maria surveillait les jumelles occupées à réciter les sorts de protection qu'elle leur avait enseignés. Chacune tenait un cornicello serré dans son petit poing. Elle chassa les rafales hurlantes de son esprit pour écouter attentivement les mots que Vittoria et Emilia chuchotaient sur leur amulette en forme de corne. La concentration leur faisait à toutes deux courber l'échine. Par la terre, la lune et la pierre, bénissez ce foyer, bénissez cette maison. C'était le début de leur 8e année, et Nonna essayait de ne pas trop s'inquiéter de la vitesse avec laquelle elle grandissait. Elle resserra son châle pour se protéger des courants d'air glacés qui balayaient la petite cuisine. Il n'avait rien à voir avec la température extérieure. Même si elle essayait de ne pas y prêter attention, le soufre s'infiltrait par les lézardes, en même temps que la brise familière parfumée de frangipanier et d'orange soulevait les cheveux grisonnants qu'elle avait écartés de sa nuque. Si elle avait été en vie, sa grand-mère humaine aurait signalé qu'il s'agissait d'un présage, et elle aurait passé la soirée à genoux dans la cathédrale en serrant son chapelet et en priant les saints. Le diable rôdait, ou l'un de ses frères malfaisants. Une pointe d'inquiétude se faufila aussi rapidement et doucement qu'un de ses couteaux et se logea près du cœur de Nonna. Cela faisait une éternité que les Malvaghi n'étaient pas apparus. Presque plus personne ne parlait des damnés, si ce n'est les histoires racontées aux enfants pour leur filer la frousse et les pousser à ne pas quitter leur lit la nuit. Désormais, les adultes riaient des vieux contes, omettant presque les 7 princes qui gouvernaient l'enfer. Nonna Maria, elle, ne pourrait jamais les oublier. Leur légende était gravée dans son esprit, installant une peur profonde en elle.
Elle sentit un frémissement entre ses épaules, comme si leurs yeux de minuit étaient posés sur elle et la surveillaient depuis les ombres. Ce n'était qu'une question de temps. Ils allaient arriver. Si ce n'était déjà fait, on ne vole pas impunément le diable. Je kiffe. En fait, c'est marrant. Je trouve qu'il y a la même vibe, sauf que là, pour le coup, on est sur quelque chose de plus... il y a moins de magie pour le moment avec les deux pauvres pages que j'ai lues. Là, on a tout de suite une ambiance vachement witchy, quoi. Oh là là, en plus, du coup, on sait avec le résumé qu'il y a une des sisters qui va crever, voilà. Il y a un côté... Alors, l'ambiance est super prenante. Ah, là, je dois dire qu'en lisant cette première page... Vraiment, avec les descriptions de l'eau, du tonnerre, t'as l'impression d'être dans la baraque, tu vois, puis t'as les odeurs même. C'est très malin de mettre une description des odeurs. Second hashtag, du coup, hashtag le royaume des damnés. Ah, intéressant, intéressant. Et ma dernière sélection, le dernier lion d'Albâtre, qui lui, pour le coup, m'a été offert par Silaya, et à l'époque, je ne mettais pas de date, donc je suis désolée, ma Scylla, je ne sais plus quand, mais il me semble que c'était... il y a plusieurs mois aussi, hein. On est sur plusieurs mois, peut-être avant Noël, je sais plus exactement, en tout cas ça fait quelques mois, mais ça fait pas non plus, on n'est pas sur des lectures qui m'attendent depuis 6 mois, quoi. Enfin depuis 6 ans je veux dire, 6 mois peut-être, non. Et du coup, résumé. Donc attends, c'est le dernier lion d'Albâtre de Dana B. Chalice. Dans les ruelles sombres de Tiniri, une ombre fugace évolue de toit en toit, aussi furtive qu'un rapace. Ashtiri, une ancienne esclave de 17 ans, est devenue voleuse pour survivre. La meilleure d'ailleurs. Et sa réputation a franchi les frontières. Le roi d'Ophaïne la mandate afin d'accomplir une mission décisive. Impuissant devant une armée de démons à la progression implacable, le souverain a l'espoir fou qu'Ashtiri retrouvera le dernier lion d'Albâtre, un mage guerrier légendaire. Dans cette quête, au cœur d'un environnement hostile, les convictions d'Ashtiri vacillent une à une face aux volontés des divinités cosmiques, maîtresses du destin des mortels. Une aventure initiatique dans un univers magique et mystérieux, nourri de mythologie orientale, explorant des thèmes riches et profonds. Ça donne envie. Alors, j'avoue que le résumé gagne des points. Bon, déjà, la couverture est superbe, aussi, on peut le mentionner. Mais le résumé gagne des points avec le côté voleuse badass. Voilà, j'adore les histoires avec des voleurs ou des voleuses badass. Ça me plaît beaucoup, Eh ben, écoutez, lisons le début également. Alors, vous avez la même illustration que la couverture, du coup, à l'intérieur. 2 fois, au cas où. Et une carte. Et décidément, avec tout le monde en même, non, mais je trouve ça trop bien, par contre, pour le coup. Et partie 1 avec un lion en dessous. Donc idem, le chapitre 1 est assez long, il fait une dizaine de pages, mais je ne vais bien sûr pas lire en entier, l'idée c'est juste qu'on ait un aperçu. Et il y a des petites dunes de sable au-dessus du chapitre 1, voilà. J'aime bien vous montrer les petits détails comme ça. Chapitre 1. Le hurlement sinistre du vent tira Ashtiri de ses pensées nébuleuses. Le souvenir de ses cris de fillette terrorisée et du sable de son lointain pays natal s'envola lorsque le bois craqua. Les rafales le faisaient travailler, lui arrachant parfois des gémissements à fendre l'âme. L'adolescente soupira de fatigue, sans pourtant se lever de la couche crasseuse sur laquelle elle reposait son corps harassé toutes les nuits. Le sommeil ne venait pas. Une nouvelle rafale, les pannes gémirent. Il y a une petite note, panne, pièce horizontale de la charpente d'un toit. Sous les combles, le bruit était amplifié comme si quelque monstre se cachait dans la ferme du toit, tapi dans l'ombre en attendant le moment opportun d'égorger sa proie. Des bougies finissaient de se consumer, baignant la pièce d'une faible lueur mouvante. Le parquet grinça, Louis d'Ashtiri s'affûta. Ce bruit-là n'était pas habituel. Pour pallier ses piètres qualités de combattante, l'adolescente avait appris par cœur la disposition de ce coin de grenier où elle vivait. Des jours à marcher sur toutes les lattes, à apprendre leurs plaintes, à mémoriser l'emplacement de chaque poutre, leur hauteur, leur largeur, tout ce qui pourrait l'avantager en cas d'attaque. Comme cette nuit. Quelqu'un était là, et la masse noire d'Ashtiri se dessinait trop bien sur la couche claire. Elle se leva puis bondit dans un coin sombre. Pour survivre dans la partie nord de la tentaculaire cité de Tiniri, une voleuse devait être rapide, silencieuse et dextre. Encore plus si elle voulait conserver sa réputation naissante de meilleure monte en l'air. Il y a encore une petite note, cambrioleur. L'intrus se déplaça. Un second également. Ils avançaient côte à côte d'une zone d'ombre à une autre. Leur cible se hissa avec souplesse sur une poutre, ses vêtements près du corps n'entravant nullement ses mouvements, puis attrapa une corde à l'extrémité en nœud coulant. Elle se déplaça, furtive, en direction de ses visiteurs, au-dessus desquels elle s'immobilisa. La luminosité n'était pas élevée, malgré tout les contours des silhouettes des 2 hommes se découpaient sur le parquet. Ashtiri raffermit ses appuis, sa prise sur la corde épaisse, et attendit que ses futures victimes à présent en file d'indienne soient à sa portée. 3 pas, 2 pas... Le nœud se resserra sur le cou du premier homme qui fut soulevé de terre quand Ashtiri s'en servit de contrepoids pour redescendre.
Son pied droit touchait à peine le sol quand son gauche percuta la tempe du second vaurien, l'assommant sur le cou. Son corps en arrière, elle forçait sur les bras pour supporter la masse du pendu durant plus d'1 minute. Quand il fut sur le point de perdre connaissance, l'adolescente le reposa au sol et libéra sa gorge. Se défendre, ne jamais tuer. Ôter des vies était un jeu auquel elle refusait de jouer, de peur d'y laisser toutes les parties de son âme. En dépit de l'oxygène retrouvé, le malfrat s'évanouit. À la lumière d'une bougie, Ashtiri aperçut sur les vêtements usés des inconscients l'emblème de la dague d'or, redoutable pègre que la voleuse avait parfois délesté d'objets précieux. Les 2 individus ne portaient aucune arme létale, leur présence était un avertissement. Après une fouille minutieuse, infructueuse, l'adolescente se releva et soupira. Assommer des hommes, belle idée, mais il fallait les sortir d'ici maintenant. Le mont de charge serait parfait pour ça, et elle trouverait en bas sans aucun doute une petite brouette à porc. Charmant. Je m'arrête là. J'aime beaucoup aussi, hein. Non mais en vrai, les 3 sont super tentants. Du coup, alors si vous votez pour Ashtiri et son talent de débrouillardise, mettez en hashtag le dernier lion d'Albâtre. Voilà. Honnêtement, de mon côté, les 3 me tentent. Sincèrement, je ne regrette pas ma sélection. Je suis intriguée par les 3. Ils ont tous l'air hyper prometteurs et hyper intéressants. Et c'est drôle parce qu'on est quand même sur 3 types de récits qui se ressemblent quand même pas mal, hein. On voit qu'il va y avoir des ellipses pour expliquer certaines choses. On est sur des meufs badass qui ont un vécu compliqué. Enfin, franchement, à vous de bosser, mais je vous plains un peu parce que c'est pas facile. Je vous laisse quelques jours pour regarder la vidéo tranquillou et voter en commentaire. Et je ferai le décompte, je sais pas, début de semaine prochaine, je pense, avant de faire ma prochaine pile à lire, en fait, tout simplement. J'ai hâte d'avoir vos avis et vos retours. Bien entendu, n'hésitez pas à développer en commentaire. Peut-être que vous pourrez même convaincre les camarades. Je vous laisse là, moi, de mon côté. J'ai trop hâte de vous lire. Je vous fais 1000 bisous et je vous souhaite plein de belles lectures. Mouah, bisous tout plat.